La distribution, on l'a vu, pour l'hébergement, c'est un secteur qui a souvent soulevé un peu des passions. Georges Panotis, on a souvent vu, les hôteliers sont peut-être par rapport aux transporteurs peut-être un petit peu responsables aussi de leur sort. Est-ce qu'ils ont été aussi maîtres de leur destin en matière de distribution en ligne? Alors moi, oui, alors je pense qu'effectivement les hôteliers, depuis très très longtemps, ils ont négligé la technologie. Il y a déjà une trentaine d'années, quand il y a eu les centrales de réservation par téléphone, les hôteliers avaient un mal fou à mettre en place un outil accepté et financé par tout le monde. Accepter de travailler ensemble, comme on fait les compagnies aériennes. Ouais. Parce que c'était un coût, et ces coûts-là, ils n'étaient pas du tout intégrés dans la gestion de l'hôtelier, et par conséquent, ils avaient du mal à l'intégrer. Et puis par la suite, il y a eu les années de Minitel. Je me rappelle, effectivement, on avait inventé à l'époque un outil qui s'appelait Sezamtel, qui était destiné à tous les hôteliers, qui était en avance par rapport à la technologie de l'époque, etc. Mais les hôteliers ne voulaient pas les financer. Moyennant, effectivement, ils n'ont jamais intégré la dimension technologique dans le coût de production et de la distribution d'une chambre. Et c'est vrai. C'était aussi vrai, d'ailleurs, à un moment donné, quand on a eu la nouvelle hôtellerie qui est arrivée, avec des produits comme Novotel, notre ami Grégoire est présent, qui représente Accor. À cette époque-là, l'hôtelier disait « Je ne donnerai pas une commission à une agence de voyage parce que les clients, il doit s'estimer heureux que je lui donne une place dans mon hôtel, puisque mon hôtel a un rapport qualité-prix tel que ça ne nécessite pas de donner une marge supplémentaire au réseau de la distribution. » Donc c'est vrai qu'il y a un vrai conflit qui date depuis très longtemps entre l'hôtellerie, la distribution et la technologie. Alors ils ont un petit peu ouvert la porte à ces distributeurs en ligne. Est-ce que néanmoins ces distributeurs en ligne apportent quelque chose? On parlait de valeur ajoutée. Est-ce que leur apport se justifie et dans quelles conditions? Alors il y a d'abord, en fait, quand on a commencé dans ce métier de l'hôtellerie, il y avait un homme très connu, très illustre, qui disait que le succès de l'hôtellerie, c'est location, location, location. C'est vrai que cette époque-là a été évoluée. Après, il y a une nouvelle époque qui est apparue, qui était location, location, et puis segmentation. Et puis, petit à petit, on arrive à une nouvelle dimension qui est location, segmentation et une adaptabilité qui est plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout instant, l'hôtelier, il a essayé de s'adapter par rapport au marché. Quand on voit, par exemple, l'hôtellerie française, puisqu'on parle de l'hôtellerie française, et c'est basé uniquement sur la zone primaire. C'est-à-dire que chaque étude qui a été faite pour trouver la justification et l'adaptabilité de l'offre par rapport à la zone primaire. Et ça, c'est primordial, parce qu'à partir du moment où on s'adapte sur une zone locale, on a un fonds de commerce qui tient la route. Par contre, si on veut créer, comme ça a été fait dans les stations de tourisme ou dans le marché anglo-saxon, de produits de grande taille, avec des capacités de 500, 1000 chambres, là, le marketing, les yields et les digitales jouent un rôle important. Ça ne veut pas dire que pour les petits hôtels, ça ne joue pas un rôle important, mais ça nous laisse quand même la possibilité de beaucoup mieux segmenter et beaucoup mieux répondre à cette technologie qui aujourd'hui semble convaincre tout le monde que l'avenir sera digital ou ne sera pas. Moi, personnellement, je ne le crois pas, mais je travaillerai avec les digitales avec envie, sans pour autant donner toute la créativité sur ça. En gros, qu'est-ce qu'on reproche finalement aux distributeurs en ligne? D'avoir un peu abusé de leur position dominante dans certains endroits? Est-ce qu'ils ont un petit peu modifié les règles du jeu en cours de route? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, les OTA sont arrivés gentiment dans le circuit, à un moment difficile où l'hôtelier ne voyait pas, avec la crise, tout ce qui pouvait par la suite arriver sur son système, sa gestion de stock. Et donc, il a un petit peu accepté l'entrée des OTA dans son univers, sans pour autant regarder si ce fournisseur-là avait une déontologie, avait un langage qui était compréhensible, et si effectivement on construisait des rapports sur une durée, mais simplement des rapports effectivement de force.
Et je crois qu'aujourd'hui, ce que l'hôtelier reproche aux OTA, ce n'est pas qu'il ne veut pas travailler avec eux, c'est qu'il n'arrive pas à maîtriser ces rapports de force qui existent entre eux et lui. Et je pense qu'à terme, il va s'adapter. Il va s'adapter parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a la possibilité effectivement de s'émettre par rapport à la demande locale. Et là-dessus, la gestion du stock, elle est vue différemment que si on est sur un marché un peu plus global. Prenons les exemples de deux hôteliers de nature un tout petit peu différente, on va dire. Grégoire Champetier, on parle de distributeurs en ligne. On a senti qu'il y avait quand même une tension entre certains distributeurs en ligne et les grands groupes. Vous les voyez comment? Ce sont des gens avec qui vous avez des relations tendues ou ce sont des partenaires? Moi, ce n'est pas ce que j'en pense qui est le plus intéressant. Donc, je ne vais pas suivre votre question. C'est ce que le client et le consommateur en pensent. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on assiste à un bouleversement. Je ne parlerai pas de distribution, je me mettrai du côté du consommateur, de l'achat hôtelier. En fait, Internet amène quelque chose d'absolument extraordinaire aux clients. C'est la capacité de voir, de comparer immédiatement, de surfer, de visualiser l'hôtel, de bénéficier d'un outil confortable, facile pour comparer. Ce qui fait d'ailleurs que la location n'est plus l'enjeu. Dans beaucoup de villes du monde, les hôtels les plus courus sont souvent des hôtels qui ne sont pas en centre-ville. Et donc ce mythe de la location va être remis en cause. Donc face à ça, arrivent les OTA qui ont construit leur modèle économique sur la capacité de présenter une offre d'hôtel absolument extraordinaire. Pourquoi voulez-vous qu'on se mette à lutter contre une agence en ligne comme Booking ou Expedia qui offre 380 000 hôtels, la capacité de les voir, de les visualiser, de les regarder? Mais néanmoins, le thème de la discussion, c'était innovation, enjeu de pouvoir. Enjeu de pouvoir, c'est un peu rapport de force. Mais je vais y revenir. Les rapports de force. Je vais y revenir. Et à partir de là, c'est comme mon image est un peu grossière. C'est comme si Danone avait décrété au début des années 70, moi je ne vendrai pas mes yaourts chez Carrefour et chez Auchan. C'est un phénomène qui devient le nouveau phénomène. C'est pas seulement de la distribution dont il est question. C'est une nouvelle manière de rentrer en relation avec le produit, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres secteurs. À partir de là, on peut avoir un rapport de force. Tout le monde sait qu'on est commissionné sur ce qu'on vend. Donc c'est trivial et je pense que ça n'intéresse pas plus que ça la salle de savoir qu'on a des commissions. Donc que de facto, on essaye de contrôler le niveau de pénétration des OTA. Mais fondamentalement, on est en partenariat avec eux. D'abord, ils ont des avantages, c'est qu'ils donnent un vrai pouvoir de pénétration, c'est-à-dire qu'ils permettent de gagner des parts de marché, des clientèles sur des terrains où on avait du mal à pénétrer. Est-ce que vous arrivez à sélectionner les endroits où ça vous intéresse de les avoir? On ne peut pas les sélectionner parce que là, j'en ai pas besoin, donc je passe pas par vous. Non, on ne peut pas les sélectionner parce que il faut jouer franc jeu avec eux. Ce qui est fondamental aujourd'hui dans l'acte d'achat, c'est de comprendre qu'il y a deux étapes. L'étape du référencement, être visible partout, et l'étape du booking. L'étape du référencement vous oblige à accepter, comme c'était dit il y a un instant par le représentant d'Air France, par la nécessité d'être partout où est le client. On n'a pas le choix. Vous tapez Hôtel Berlin et vous avez en première ligne les agences en ligne qui se proposent pour vous montrer l'offre. Donc ce jeu qui consiste à être partout parce que le référencement, la visibilité l'impose, c'est une règle qui nous est imposée. C'est une règle qui nous est imposée par le système et c'est une règle à laquelle nous adhérons. On a d'ailleurs des relations, des négociations très précises sur ces terrains, des modes de partenariat avec Expedia, avec Booking, avec HRS, avec Wotif, avec Agoda, dans le monde entier. Et puis il y a une deuxième phase qui est intéressante, qui est la phase du booking. Et cette phase pendant laquelle le client est à la recherche d'un hôtel est une phase qui se distingue pour lui de la phase d'achat. Et là, en effet, dans cette deuxième phase, il y a un enjeu important qui est de défendre notre système de distribution en ligne. Nos systèmes, de la même manière qu'ils ont été décrits il y a un instant par nos amis d'Air France avec qui on travaille beaucoup, qui consiste évidemment à défendre accorhotel.com, novotel.com, sofitel.com. Est-ce que vous avez les moyens de défendre cette plateforme, donc de dire de faire converger davantage aux clients vers eux? Est-ce que vous n'êtes pas de plus un petit peu submergé par la puissance de communication des agences en ligne?
Non, parce que l'important, c'est pas seulement la visibilité, mais c'est ce qu'on vend. On reste le producteur, donc on aura demain toujours la maîtrise du prix, la maîtrise de l'inventaire, de la disponibilité, la maîtrise du système promotionnel, la capacité demain de vendre en package. Ce n'est pas des chambres en rayon qu'on vend. C'est aussi une expérience, c'est la capacité de vendre une chambre et le petit déjeuner, un transfert à aéroport pour un homme d'affaires, de vendre des ventes combinées. Donc le commerce hôtelier va se sophistiquer et nous, on aura la capacité de présenter l'offre, de la vente, de la combiner de façon différente des OTA. On se complétera de façon générale. De la même manière que par la forte notoriété des marques du groupe Accor, d'une façon générale, on a plus de facilité dans notre commerce direct, là où nous sommes dans des positions puissantes, soit des positions de leadership, soit des positions de forte notoriété, que dans des pays où on est moins fort, où on a des clientèles occasionnelles qui passent par les OTA. Mais finalement, vaut mieux, il ne faut pas l'oublier, un client qui passe par un OTA et qui va chez vous, qu'un client qui va à la concurrence. Donc il faut arriver à remettre dans le contexte l'ensemble de ce jeu, qui, il est vrai, nous impacte financièrement, donc impacte le business model de notre économie, mais il faut surtout regarder la chose en face. Est-ce que, puisqu'il y a des négociations en ce moment sur des changements un petit peu de règles, alors on ne va pas rentrer dans les débats techniques, mais sur la parité tarifaire, sur la disposition de la dernière chambre, là vous avez les moyens de négocier avec les demandes des OTA? Alors, la parité tarifaire, c'est important pour nous et pour eux. Alors, ce qu'on appelle la parité tarifaire, c'est un mot c'est un mot plein de malentendus, parce que ça ne veut pas dire entente. Ça veut dire simplement qu'on propose un prix et que ce prix est respecté par nos agents commissionnaires. C'est rien d'autre. Et qu'aujourd'hui, évidemment, s'il n'y avait pas cette règle que nous contractualisons, évidemment, ils auraient la possibilité de casser les prix, de faire des dumpings, etc. À ce petit jeu, on y perdrait rapidement les uns ou les autres. Donc une des manières de lutter aussi, et qui est essentielle pour l'ensemble des agents du tourisme, c'est une des dimensions fondamentales de ce qui est en train de se passer, c'est la dimension relationnelle. On ne gère plus un client pendant qu'il est dans un hôtel, ou une compagnie aérienne ne gère pas le client pendant qu'il est dans un avion. On le gère à 360 degrés. On le gère avant, on le gère, donc on lui donne envie, on le sollicite, d'où l'importance du CRM, d'où l'importance de l'ensemble des canaux digitaux, puis on le fidélise, d'où l'importance de nos programmes de fidélité. Donc on a construit un écosystème qui est un écosystème de relations, et ce que souhaitent aujourd'hui les opérateurs du tourisme, d'une façon générale, nous comme beaucoup d'autres, c'est garder la maîtrise et dans la distribution et dans la relation de ces clients qui, pour parler pour nous, c'est 40% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires. Je crois qu'il ne faut pas se plaindre que les occasionnels aillent ailleurs, mais c'est vrai que nos clients fidèles, nous faisons tous pour les faire passer par nos canaux dans notre système relationnel en essayant de les chouchouter dans la totalité du cycle relation. Alors, on parle de fidélisation de clients. Jean Laverne, vous représentez davantage, on va dire, les opérateurs indépendants, ceux qui sont regroupés derrière des réseaux volontaires. Est-ce que vous avez la même démarche? Est-ce que vous avez la même approche que les groupes plus organisés? Je crois exactement la même. Écoutez, je me dis, finalement, quelle est la différence? J'en vois pas. J'en vois pratiquement pas. Avec une difficulté complémentaire quand même pour une coopérative que je représente, c'est que la coopérative hôtelière n'a pas la maturité de toutes les coopératives de commerçants détaillants, comme ils le sont dans la grande distribution et autres. Et donc la discipline hôtelière est peut-être un peu plus difficile que dans des groupes intégrés. Vous les avez alertés sur certains dangers, de se reposer un petit peu trop facilement sur certains canaux de distribution qui étaient simples au départ et peu coûteux, qui sont devenus très coûteux maintenant. Exactement, on les a bien prévenus. Alors d'abord, effectivement, comme on ne maîtrisait pas complètement la distribution, je dis qu'on ne maîtrisait pas, parce qu'on commence à la maîtriser, mais on ne la maîtrisait pas du tout. Et donc, effectivement, on a commencé à leur demander vraiment de diversifier tous les canaux de distribution, d'être partout, sur tous, parce qu'effectivement, il y avait les deux premiers qui prenaient tout, puis après, ça restait un peu plus aléatoire. On leur a demandé de diversifier complètement. Et ensuite, exactement les mêmes outils, développer complètement notre propre système, notre propre programme de fidélité pour faire en sorte qu'effectivement, on ait un client fidèle qui a envie de rester dans la marque, rester vraiment dans la marque. On a l'impression, quand on discute avec des hôtels indépendants, qu'ils ont cette volonté de casser un peu la fameuse parité tarifaire,
de s'autoriser à vendre moins cher sur leur site et du coup, peut-être d'ouvrir une brèche avec les négociations des OTA qui pourraient avoir aussi le même recours et de rentrer dans une guerre des prix. Est-ce que vous les alertez sur ce danger de la parité tarifaire? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, on a affaire à des hôteliers indépendants, et donc qui veut dire qu'ils gardent quand même une certaine maîtrise très indépendante de leur distribution. Donc c'est très 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 difficile d'intervenir là-dessus. Pour nous, du coup, la négociation devient quasiment impossible, puisqu'en définitive, on nous répond, oui, je vais voir l'hôtelier directement, je vais traiter avec l'hôtelier, et puis l'affaire va être entendue. Donc c'est très 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 difficile de négocier, pour pratiquement pas dire impossible. Mais à côté de ça, petit à petit, on arrive à leur apporter des services complémentaires, à faire en sorte que cette distribution, elle revienne absolument aujourd'hui dans la distribution centrale, puisqu'on a mis les outils en place pour cela, et donc ça revient petit à petit directement. Mais je reconnais que pour un hôtelier complètement indépendant, qui n'est pas dans une coopérative ou franchisé, ça devient extrêmement complexe, parce que beaucoup d'hôteliers ont cru que effectivement ils ont assimilé ça à une agence de voyage qui les vendait. Sauf que tout le monde, qu'on soit dans une chaîne ou pas dans une chaîne, ou qu'on soit indépendant, tout le monde est sur les mêmes distributeurs, absolument tous les hôtels sont dessus. Donc en définitive, il n'y a pas de différenciation. Il n'y a pas de différenciation. Et je dirais même plus loin, ça va peut-être faire rire beaucoup de monde, mais en définitive, ça ne fait que remplacer le téléphone. C'est bête, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, si je vais aller à Marseille, je ne vais pas à Lille. Donc ça ne crée pas de clients nouveaux, en définitive. Et bon, moi, je me rappelle des lundis matins où on entendait dans une réception le téléphone sonner sans arrêt parce que les clients d'affaires étaient là. Aujourd'hui, on a les yeux rivés sur son écran en train de regarder les Mais arrivées. Vous avez senti que c'est les mêmes clients qui ont simplement changé de canal et qu'on n'a pas fait un apport supplémentaire. Complètement. Ouais. Mais vous dites qu'il faut être multicanal, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont les clients qui changent complètement. Ouais, et par contre, au passage, vous payez une commission que vous ne payiez pas avant. Oui, mais il y a des services complémentaires qui sont différents. Vous l'avez dit, ça s'est dit aussi tout à l'heure, ça s'est redit maintenant. On a des services qu'on n'avait peut-être pas avant, qui permettent une différenciation. Donc peut-être que cette différenciation est intéressante. La notion de destination, qui est un peu le thème central aussi du contenu, est-ce que cette destination, vous avez fait la faire travailler par les hôteliers, de se rapprocher de l'Office du tourisme, de se rapprocher des institutions, qui dit finalement, la destination, vous dites, on va à Marseille, on ne va pas à Paris, donc quasiment, mettons en avant la destination. Oui, bien sûr, mais ça c'est sur nos sites propres, enfin les sites de marque, où effectivement on a intérêt à travailler sur la... Alors là, nous sommes en pleine refonte de tous nos sites et qui devraient être livrés à la fin de l'année, là. Mais effectivement, la notion de pays, de destination, de produits packagés et tout ça, et dans les... Et la coopération entre hôteliers, dans des clubs hôteliers, dans la participation à l'Office du tourisme, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est très marginal? C'est marginal, je dirais. Oui. C'est marginal. Ça serait une voie possible? Difficile, parce que quand vous êtes dans une... Bon, j'ai été président d'office de tourisme, donc une bonne dizaine d'années, et c'est vrai que pour faire travailler un ensemble d'hôteliers ensemble, il y a tout de suite le côté, comment dirais-je, concurrence qui joue fort, plus les problèmes de personnalité, parce que les gens se connaissent, c'est du face-à-face, donc c'est très 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 difficile. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui un office de tourisme puisse jouer ce travail. D'ailleurs, est-ce que c'est son rôle ? La question est à se poser, est-ce que c'est son rôle? Je pense que l'office de tourisme... Pour être légitime à vendre la destination? Oui, à vendre la destination, oui, bien sûr. Et ses hébergeurs? Ouais. Mais c'est aussi les rôles des CDT, c'est les rôles de CRT. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'office de tourisme a plus un rôle d'accueil, je dirais, que peut-être que de vente, et même si aujourd'hui il en fait. Mais bon, c'est peut-être la fonction n'est peut-être pas très 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 claire là-dessus. Ouais. Je vais me tourner vers Sylvain Cocheteux. Bel-en-Bras, c'est un produit un petit peu différent. Est-ce que vous êtes sensible de la même façon au poids, je veux dire, de la distribution en ligne? Oui, la distribution en ligne correspond effectivement à une part de chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable chez nous. Cela dit, c'est vrai que par rapport au point de vue qui vient de s'exprimer, on a un certain nombre de différences qui nous placent dans une catégorie un peu spécifique des produits touristiques. D'abord, dans le tourisme, on voit un produit qui est très particulier, qui est l'hôtellerie club. Donc on est sur un produit qui a des aspérités, qui a une typicité, qui a, on va dire, une partie de service de la chair autour du produit de base qui est la chambre ou l'appartement, pour faire le lien avec la résidence de tourisme, qui est très différente. J'ai envie de partager avec vous 3 chiffres pour commencer notre échange, qui est d'abord 90%, pour prolonger le propos de Christian tout à l'heure, 90%, c'est, et même au-delà, c'est le nombre de nos clients, directs ou indirects, qui consultent le site internet
notre offre en ligne avant d'acheter. Donc effectivement, je confirme ce non-événement qu'en effet aujourd'hui il n'y a plus d'internautes et d'autres personnes qui consommeraient le produit. C'est bien le consommateur qui passe par Internet. Voilà. 60%, c'est le nombre de nos clients qui, de manière directe ou indirecte, finissent par acheter sur un site Internet. Donc on voit qu'en effet, l'outil Internet... Sur un site Internet ou sur votre site Internet? Sur notre et sur d'autres. Puisque 60% de notre chiffre d'affaires individuel est réalisé. Donc j'exclus les groupes qui sont un peu particuliers, soit les groupes affaires ou les groupes loisirs qui ont des comportements très atypiques, enfin en tout cas très spécifiques. 60% donc qui finissent par... qui terminent leur acte d'achat avec la carte bleue, etc., sur des sites Internet. Et 90%, c'est le troisième chiffre, de ces personnes qui achètent sur Internet, qui le font sur notre site Internet. Donc, ça situe aussi différemment notre enjeu de OTA, qui est un peu particulier. Donc, c'est effectivement, ce sont des partenaires, comme on le disait tout à l'heure. On ressent le poids de ce partenariat différemment de l'hôtellerie, très clairement. Alors, votre meilleure protection, c'est quoi? C'est la spécificité du produit? C'est la marque Bellambra? Il y a effectivement plusieurs facteurs. Très rapidement, pour les principaux, d'abord, on a effectivement une organisation qui est très centralisée dans le tourisme loisir, en comparaison de produits d'hôtellerie, qui traditionnellement, que ce soit en chaîne indépendante, enfin d'indépendants ou même organisés, ont une vocation locale beaucoup plus importante. L'ensemble de nos investissements commerce et marketing viennent du siège. Bon. Donc ça nous donne évidemment un poids différent. Le deuxième point, c'est en effet le produit. Un produit club, il s'achète avec un niveau de complexité très différente d'une chambre d'hôtel dont on ne va pas dire qu'elles sont toutes les mêmes, mais en tout cas dont on peut plus facilement apprécier l'équivalence. Donc un produit plus complexe. Et puis aussi la marque. Bellambra investit, c'est une jeune marque puisqu'elle a à peine 6 ans d'existence, mais elle investit lourdement en médias et en hors médias pour développer sa notoriété. Elle a 63% de notoriété globale aujourd'hui sur le marché français, qui représente 80% de notre chiffre d'affaires. Et donc on poursuit bien sûr ces investissements, y compris en ligne. C'est ce qui explique que 90% du chiffre d'affaires en ligne est fait par nous. C'est un gros budget chez vous, le référencement sur les moteurs? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Pour anticiper un instant sur la troisième table ronde autour du 2.0, des réseaux sociaux, etc., très clairement, sur des produits avec une telle typicité, le club, et d'aspérité particulière, la notion de communauté, la notion de réseau, d'échange, de partage d'expérience client, elle joue complètement à plein. Donc, c'est évidemment des aspects qui sont très importants pour nous. On travaille avec non seulement, bien sûr, tous les réseaux officiels ou officieux qui se créent sur la toile et qui se font et se défont. On en crée nous-mêmes. On suit, évidemment, avec une régularité quotidienne, l'ensemble des messages de clients positifs et négatifs, institutionnels, privés, publics, qui se disent sur la marque, puisque ça a un impact sur nos ventes. Je vais me retourner vers Christian Delon. On a parlé de contenu. En quoi le terme de contenu peut s'adapter à l'hébergement? Puisqu'on a tendance à penser que c'est de l'information sur un produit. Est-ce que le contenu, on peut enrichir un contenu hôtelier Plus que jamais. Un contenu, c'est d'abord une information au départ qui peut être partagée dans plusieurs usages. Le contenu, en fait, c'est l'usage de l'information. Une information, elle s'adresse à quelqu'un. Elle s'adresse à des clients. Donc les contenus que l'on peut structurer, qualifier et véhiculer, donc diffuser, doivent être faits non pas uniquement en fonction du descriptif, mais en fonction de celui qui va le recevoir. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans quelque chose de plus large qui est la destination, ou est-ce qu'un contenu peut exister tout seul? Comment se différencier? On l'a vu tout à l'heure. Si c'est le téléphone, comme le disaient Jean, je ne sais pas si c'est le téléphone, mais c'est vrai que ça finit par l'être, parce que vous décidez d'aller dans une destination, vous allez avoir une liste d'hôtels, vous allez choisir les meilleures photos, vous allez vous renseigner, savoir si l'hôtel a été apprécié ou non apprécié par d'autres, et puis vous allez choisir. Mais tous les hôtels sont à égalité finalement dans ce process. La seule façon de se différencier, il n'y en a pas 18, c'est de revenir, c'est vrai pour le transport d'ailleurs ce que je dis là, c'est de revenir à la source. On ne voyage pas pour être dans un avion, on ne voyage pas pour rester dans une chambre d'hôtel, on voyage parce qu'on a envie d'aller quelque part.
pour faire quelque chose ou pour voir quelque chose. Donc, ceux qui maîtriseront le mieux et le plus ce que l'on fait à destination, ce qu'est la destination et ce qu'elle propose en fonction du profil que l'on est, c'est ceux-là qui, demain, vont prendre la main. Grégoire, on parlait de banalisation parfois du produit. Les Américains disent commoditisation, c'est-à-dire ça devient un produit commun. Est-ce que vous arrivez à travailler sur l'anti-banalisation des produits hôteliers? On essaye. Je voulais, et ça répond à la question d'ailleurs, répondre à votre intervention, Claude, qui est ce débat sur les OTA, finalement, depuis des mois et des mois et des mois, le sujet est le rapport de force, est-ce que ça vous gêne, etc. Le bouleversement de la distribution intermédiaire, qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 30% de ventes sur Internet, dans 3 ans, on sera à 50%, ne doit pas occulter l'enjeu technologique qu'il y a derrière, qui est le bouleversement de l'expérience consommateur. Et mon inquiétude, je l'ai au sein même du groupe dans lequel je suis, où les rapports de force sont compliqués, pas seulement les enjeux de gouvernance, mais les enjeux de fond, c'est qu'on est face à un monde où tout ce qui a été dit tout à l'heure est l'essentiel. Oui, il y a un combat avec les OTA, parce que des distributeurs arrivent sur le marché, mais la capacité d'être multicanal, de créer aujourd'hui des développements qui ne sont pas des applications sur le mobile, mais partir du mobile, pouvoir commencer une réservation sur un smartphone, la terminer sur un iPad et faire une modification sur un ordinateur, la capacité de gérer des contenus extrêmement sophistiqués qui fait que ce ne sont pas les mêmes consommateurs, si je puis m'exprimer. On augmente la fréquence de visite extrêmement fortement si on sait gérer l'impulsion. L'impulsion, c'est les milliers d'emails qu'on est capable d'envoyer, non pas en faisant ce qu'on appelle en termes militaires du carpet bombing, c'est-à-dire ces spams que nous tous nous recevons et qui sont insupportables parce qu'ils sont envoyés sans discernement. Mais lorsque nous saurons, par un niveau de segmentation extrêmement élevé, par une maîtrise totale du big data, le big data c'est la connaissance détaillée des profils de nos consommateurs, les identifier, les comprendre, leur envoyer des sollicitations sur le voyage, sur un hôtel. Vous avez aimé cet hôtel, vous aimerez celui-là. Vous avez voyagé dans cette région, vous aimerez celle-là. Ce matériau, ce changement profond, ça n'est qu'un médium, Internet, mais qui bouleverse le rapport mental à ce que l'on fait. Et on est là à, si je puis dire, s'enfermer dans ce débat de savoir si les OTA vont me prendre 12 ou 15% de commission. C'est un débat économique. Ou s'ils me gênent. Mais oui, c'est le débat économique du court terme. Oui. L'enjeu, il est l'enjeu de la mutation. Et malheureusement, d'une façon générale, l'industrie du tourisme est très en retard. Très en retard, elle est au Moyen-Âge dans ces domaines-là. Donc les discussions qu'on a au sein d'un groupe qui est capable de se poser ces questions, c'est est-ce qu'on a mis le niveau de technologie suffisant? Est-ce qu'on a bouleversé l'outil informatique comme il le faut? Nous qui ne sommes pas à l'origine, est-ce qu'on est arrivé à faire passer à nos hôteliers le sens de la mutation culturelle en face de laquelle elles sont? Ça, c'est la révolution en dehors du choc technologique, du choc financier, c'est le choc culturel terrible d'un hôtelier qui n'est pas seul maître à bord, parce qu'aujourd'hui, l'outil digital bouleverse tout. Et donc, ce qu'il y a derrière, je profite pour dire que le débat est parfaitement légitime, et je ne mets pas en cause cette question, mais derrière cette question, il y a peut-être l'opportunité chez nous de comprendre que l'accélération technologique est l'ardente obligation que nous avons, non pas parce que c'est la technologie dont on dispose, mais parce que le regard sur le produit change à travers Internet. Et ne pas comprendre ça, ou croire qu'il n'y a que le confort d'un lit, ou le lieu d'un hôtel, ou l'agrément d'un service qui compte, c'est ne pas comprendre le bouleversement général dans lequel nous sommes. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Et mon problème et ma préoccupation, c'est est-ce que nous aurons la possibilité de dégager les moyens qu'il faut. Georges, on parlait de relations clients qui sont finalement la base du métier. Est-ce que finalement les hôteliers ne l'avaient pas un petit peu oublié et sont obligés de la redécouvrir, cette relation personnelle avec le client? Je n'ai pas compris. Excuse-moi. Tu peux répéter? La base du métier hôtelier, c'était cette relation de client qu'il avait un petit peu perdue en utilisant des outils. Est-ce que finalement, on doit retrouver, à travers soit des outils plus complexes, cette relation personnelle avec le client? Alors, moi, je pense qu'effectivement, comme il dit Grégoire, il n'y a pas à opposer les OTA avec les hôteliers. Ce qui est vrai, par contre, c'est que les hôteliers faisaient un marketing qui n'est pas celui qu'ils auraient dû faire, et ils n'avaient aucune avance, je dirais,
par rapport à la technologie, ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les centrales de réservation, avec la distribution, etc. Et ce qui est important, et moi je dirais pour la première fois merci aux OTA, c'est qu'ils ont fini par faire comprendre aux hôteliers que la relation avec les clients est fondamentale. Et qu'effectivement, TripAdvisor, qui a fait que de conneries en racontant parfois de mensonges il aura l'occasion de sur les s'exprimer réseaux, tout à l'heure. c'est pas grave. Ça fait prendre conscience aux hôteliers que finalement, pour éviter d'avoir de faux avis, il vaut mieux effectivement s'occuper de son client. Donc finalement, l'hôtelier devient de plus en plus marketeur. Et on ne peut pas dire qu'il invente le marketing ou pour la première fois, il l'utilise. Simplement, il s'adapte. Parce qu'avant, il a fait un marketing de développement. Comme je disais tout à l'heure, il mettait le bon produit à la bonne place. Christian disait tout à l'heure, à la place où il y avait une demande, où le consommateur y allait. Comme les Indiens, les trappeurs, pourquoi les Indiens étaient là et les trappeurs étaient là? C'est parce que l'un attendait l'autre. Il y avait un rendez-vous, effectivement, qui était pris. Et honnêtement, même d'une manière empirique, le marketing a toujours existé. Aujourd'hui, on va lui donner une dimension technologique. Mais ce n'est pas parce qu'on va lui donner une dimension technologique qu'on va dire que tout ce qui était avant, c'est rien. Tout ce qui va venir maintenant, ça sert à quel digital. Je pense qu'il y aura un ensemble, un mixage. Il va y avoir de nouvelles choses qui vont se mettre sur le marché. L'innovation n'est pas terminée, elle commence. Et moi, depuis que je suis dans ce métier, elle n'a jamais arrêté, elle continue. Voilà. Ça sera le mot de la fin de cette partie-là. En tout cas, je vous remercie. On pourrait y passer des heures, bien évidemment.